qui va être suivi par le sujet du jour, PCI sur le lieu de travail et à l'école, qui va être présenté par le professeur Azouz de ICANN. Alors, ce webinaire va durer 1h30 minutes. La première heure va être couverte par les différentes présentations et puis ça va être suivi par 30 minutes de questions-réponses qui va être animée par Dr Nadine Ouegemel. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Dr Adelar pour nous faire la situation épidémiologique de COVID en Afrique. Dr Adelar, à vous. Merci Tadé. Comme Tadé vient de le dire, j'ai l'honneur aujourd'hui de faire le point sur la situation épidémiologique liée à la pandémie de COVID-19, donc au jour d'aujourd'hui, donc au 4 septembre 2020. Alors, allez-y, docteur. Oui, voilà, cette diapo nous donne une vision globale de la situation en rapport avec la COVID-19 dans le monde entier. Donc, au 3 septembre 2020, c'est-à-dire hier, à 15h56, heure d'été d'Europe centrale. Comme vous pouvez le voir, il y a dans le monde plus de 25 800 000 cas confirmés, avec un peu plus de 855 000 décès, qui donne un taux de létalité de 3,4%. À ma droite, il y a une figure qui montre le nouveau cas de COVID-19 qui sont signalés par jour dans le monde et par région de l'OMS pour la période allant du 9 janvier au 3 septembre 2020, donc hier. Alors, pour ce qui est de l'Afrique, cette figure nous montre les nouveaux cas de COVID-19 par jour et par région de l'Union africaine, donc les 5 régions de l'Union africaine, sur une période allant du 15 février au 4 septembre 2020. Comme vous pouvez le voir, en Afrique, nous avons enregistré au jour d'aujourd'hui plus de 1 200 000 cas, avec un peu plus de 30 000 décès, qui nous donne un taux de létalité de 2,4%, et quand même avec plus de 1 million de guéris, ce qui fait plus de 80% donc des cas confirmés. Alors, cette diapo nous montre, ce tableau nous montre la situation donc, par région maintenant en Afrique. Et donc, nous avons les nouveaux cas jusqu'à d'hier. Pour la région centre, nous avons enregistré un nouveau cas avec 0 décès et 2 nouvelles guérisons. Pour la région Est, nous avons enregistré 1345 nouveaux cas avec malheureusement 17 décès et 686 guérisons. Pour la région Nord, nous avons enregistré hier 2395 cas avec malheureusement 61 décès et 2490 nouvelles guérisons. Et pour la région Sud, qui enregistre toujours maintenant le plus grand nombre de nouveaux cas, hier, a enregistré 3087 nouveaux cas, avec malheureusement 182 nouveaux décès et 1847 nouvelles guérisons. Et pour la région Ouest, donc l'Afrique de l'Ouest, on a enregistré 440 nouveaux cas avec 27 nouveaux décès et 480 nouvelles guérisons. Et comme cumul, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à 9 heures, pour le continent, nous avons 1 275 815 cas comme au total,
avec, comme je le disais, 30 596 décès. Donc, il nous fait un taux, un taux de létalité à 2,4%. Et quand même avec 1 million 15 865 guérisons. Et pour ce qui est des régions, je vais donner le total des cas par région. Donc, pour l'Afrique centrale, c'est 54 949 cas. Pour la région de l'Est, c'est 138 765 plutôt, pardon. Pour la région Nord, c'est 239 016 cas. Et pour la région Sud, malheureusement, la plus affectée, c'est 680 195. Et enfin, pour la région de l'Ouest, c'est 162 590 cas. Et pour ce qui est des décès, la région Centre a enregistré jusqu'hier, comme cumul, 1046 décès. La région Est, 2754 décès. La région Nord, 8762 décès. Et la région Sud, 15 592 décès. Et enfin, la région de l'Afrique de l'Ouest, 2442 nouveaux décès. Alors, pour la région Centre, le taux de létalité est à 1,90%. La région Est, c'est 1,98%. La région Nord, avec le plus grand, qui enregistre un taux de létalité élevé, le plus élevé, c'est 3,67%. La région Sud enregistre un taux de létalité de 2,29%. Et enfin, la région de l'Ouest qui enregistre le plus faible taux de létalité, c'est 1,50%. Alors, pour ce qui est des guérisons, pour la région Centre, c'est 47 217 guérisons. Pour la région Est, c'est 75 721 guérisons. Pour la région Nord, nous avons 168 665 guérisons. Pour la région Sud, 587 035 nouvelles guérisons. Et enfin, la région de l'Ouest, 137 227 nouvelles guérisons. Il faut noter que ces chiffres sont tirés des rapports officiels qui émanent des centres collaborateurs régionaux et des États membres. Alors, cette diapo nous montre le cumul des cas COVID-19 par pays. Donc, au total, 32 pays ont moins de 5 000 cas et 7 pays ont entre 5 000 et 10 000 cas de COVID-19. 11 pays, ils ont entre 10 000 et 50 000 nouveaux cas, quand même un peu inquiétant. Et 4 pays ont entre 50 000 et 500 cas. Et enfin, un pays, donc l'Afrique du Sud, qui enregistre plus de 5 000 cas. Plutôt 500 000 cas, plutôt, pardon. Alors, qu'en est-il de l'incidence cumulée liée au COVID-19 par pays? Nous avons un pays qui ne rapporte pas de données, donc la Tanzanie, mais 8 pays ont une incidence qui est inférieure à 10 cas pour 100 000 habitants. 30 pays ont une incidence compris entre 10 et 100 cas par 10 000 habitants. 13 pays ont une incidence entre 100 et 500 cas par 100 000 habitants. Et enfin, 3 pays ont une incidence supérieure à 500 cas par 100 000 habitants. Enfin, la dernière diapo nous montre, nous donne un aperçu du nombre de tests réalisés en Afrique entre le 14 février et le 4 septembre. Nous voyons que la courbe ne cesse de monter. Et plus de 12 200 000 tests ont été réalisés durant cette période.
Et ce qui nous fait un total de 9,6 tests par cas et un taux de positivité de 10,4%. Voilà ce qui est du point épidémiologique que j'avais l'honneur de vous présenter. Merci à vous. Merci beaucoup, Dr. Adelard, pour l'excellente présentation de la situation de COVID en Afrique. À présent, j'ai l'honneur d'introduire le professeur Azouz Tcheldi pour nous faire la présentation du jour sur la PCI, sur le lieu de travail et à l'école. Professeur, si vous me recevez à vous. Oui, merci bien. Oui, je vous reçois 5 sur 5. Je reçois 5 sur 5. Parfait. C'est-à-dire? Oui, professeur. Je peux commencer? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Oui. Alors, chers collègues, bonjour. Je vous souhaite le bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. Je commence par remercier l'Africa CDC, l'Union africaine, ICANN et tous les collègues de ces organismes qui ont contribué à la réalisation de ce webinaire et ma présentation. Chers collègues, notre présentation d'aujourd'hui, les mesures de protection contre l'infection par le virus COVID-19, soit dans le milieu scolaire ou sur le lieu de travail, normalement nécessite deux éléments primordiaux. Le premier, normalement, un prérequis en rapport avec le cadre et les recommandations nécessaires pour la réouverture des écoles ou la fermeture partielle ou totale des écoles. On a eu une discussion hier avec deux collègues au niveau de ICANN et au niveau de Africa CDC. Et j'espère, en collaboration avec d'autres partenaires comme l'UNICEF et d'autres compétences, d'autres disciplines, il y aura une présentation peut-être en rapport avec ces éléments-là. Notre présentation, autre élément, s'il vous plaît aussi, que je dois indiquer, on aimerait souhaiter avoir la participation de collègues d'autres disciplines, principalement les formateurs ou les instituteurs ou les professeurs et les responsables dans le secteur éducatif ou d'enseignement en parallèle. Parce que généralement, ces mesures de protection, c'est un travail de tout un groupe, soit des experts en prévention et de contrôle d'infection, les collègues responsables de la médecine scolaire ou universitaire et les collègues responsables de la médecine de travail, bien sûr avec les responsables administratifs dans le secteur de l'enseignement et le secteur du travail. Pour commencer ma présentation, juste une petite notification en rapport avec, il y a un nombre de diapos qui ont été compilées et traduites de la présentation qui a été faite par Dr. Victoria Triniz du CDC le mercredi dernier. L'objectif de notre présentation, ce qu'on souhaite, c'est qu'à la fin de cette webinaire, les collègues participants peuvent, en collaboration avec les différentes équipes de la santé scolaire, de la médecine de travail, des professionnels du système éducatif et la communauté, élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des protocoles de prévention et de contrôle de l'infection par le virus COVID-19 dans les écoles et les lieux de travail. Le contexte, comme vous le savez,
En réponse à l'épidémie de COVID-19, les pays du monde entier ont mis en œuvre un certain nombre de mesures de santé publique et bien sûr en parallèle des mesures sociales, telles que des restrictions de circulation, la fermeture des écoles, des entreprises, des restrictions aux voyages internationaux. Mais au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémiologie locale de la maladie, voire même internationale, beaucoup de pays alors, ont ajusté, plus ou moins assouplir ou rétabli ces mesures-là en fonction de l'intensité de la transmission. Alors, les décisions prises par ces pays-là ont des répercussions importantes pour les enfants, pour les parents, leurs parents, et pour les personnes qui s'occupent de ces enfants, pour les enseignants et les autres membres du personnel des écoles, pour les communautés, ainsi que pour la société dans son ensemble. Alors, s'il vous plaît, chers collègues, prenez en considération c'est que les décisions de réouverture ou de fermeture des écoles, vraiment, ça a un impact très important sur d'autres groupes de la population, de la communauté, en dehors des écoliers ou des élèves. Rapidement, j'ai essayé de tirer de quelques documents qui sont déjà disponibles et que les collègues du Africa CDC vont partager avec vous en rapport avec le cadre de réouverture des écoles et les recommandations avec des documents qui ont été élaborés par l'OMS, l'UNICEF et le Croix-Rouge international et d'autres organismes internationaux. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi réouvrir les écoles? Je vais parcourir rapidement ces éléments-là. L'interruption de l'enseignement en classe peut avoir de graves conséquences sur les capacités d'apprentissage d'un enfant. Plus la déscolarisation des enfants marginalisés dure, moins ils sont susceptibles de retourner à l'école. Il ne faut pas oublier ça. Les enfants issus des familles les plus pauvres ont déjà 5 fois plus de risques que ceux des foyers les plus riches de ne pas fréquenter l'école primaire surtout. La déscolarisation augmente également le risque de grossesse d'adolescentes, d'exploitation sexuelle, de mariage précoce, de violence ainsi que d'autres menaces. En outre, les fermetures d'écoles prolongées interrompent les services scolaires essentiels, par exemple la vaccination, l'alimentation scolaire ou encore les services de santé mentale et le soutien psychosocial que vous savez très bien qu'il est fréquent dans la majorité des pays en Afrique. Elles peuvent aussi générer du stress, de l'anxiété à cause de la privation d'interaction avec les camarades et du bouleversement du quotidien. Il y a tout un rythme qui est bouleversé et changé pour les enfants, pour les familles et pour tout le monde. Ces conséquences négatives sont beaucoup plus importantes pour les enfants marginalisés. On prend l'exemple de ceux qui vivent dans les pays les plus touchés par un conflit ou d'autres crises prolongées, les enfants migrants en déplacement forcé ou qui appartiennent à des minorités, handicapés ou placés en institution. La réouverture d'écoles doit se faire dans de bonnes conditions de sécurité et en cohérence avec la riposte de chaque pays à la COVID. C'est-à-dire, s'il y a réouverture, cette réouverture-là, elle ne sera pas la même pour tout le pays de l'Afrique. Elle ne sera pas la même dans un même pays d'une région ou d'une autre, même dans une grande ville, d'un quartier à un autre. Alors, normalement, la réouverture doit être faite dans de bonnes conditions de sécurité. Et ceci, bien sûr, comme je l'ai dit, en cohérence avec l'effort de chaque pays par rapport à la riposte à la COVID-19. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour protéger les enfants, les élèves, le personnel, les enseignants et les familles. C'est-à-dire la réouverture et ces mesures, si elles sont mises en place, alors là, il ne faut pas oublier qu'en protégeant les élèves, les personnels aussi, les enseignants et les familles. Quand on parle de personnel, personnel administratif et personnel de nettoyage. Alors, si vous êtes intéressé, chers collègues, de connaître le cadre pour réouverture des écoles, alors j'ai mis à votre disposition ce cadre-là. Il vous aide beaucoup à planifier la réouverture et même si ça a été réouvert, ça vous aide à réévaluer et mettre en œuvre beaucoup d'éléments pour la réussite de cette réouverture et appliquer correctement les mesures de prévention et contrôle des infections.
quels éléments prendre en considération pour décider de fermer ou rouvrir des écoles? Ici, j'ai essayé de donner quelques titres et quelques passages. Mais si vous voulez des détails et spécifiques avec des outils bien orientés, alors j'ai mis, comme je le dis, à votre disposition ce lien-là, comme aussi peut-être ICANN avec Africa CDC peuvent faire peut-être planifier une présentation en rapport avec le cadre de réouverture et les considérations à prendre pour décider de fermer ou réouvrir les écoles. La décision de fermer complètement ou de fermer partiellement ou bien sûr de réouvrir les écoles après fermeture doit être guidée par une approche fondée sur le risque. Alors, il faut toujours que notre approche soit basée, fondée, orientée sur le risque. Ceci afin de maximiser les avantages en matière d'éducation et de santé pour les élèves, les enseignants, le personnel et la communauté au sens large, et de contribuer à prévenir une nouvelle flambée épidémique de COVID dans la communauté. L'Organisation mondiale de la santé, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, et la Fédération internationale de sociétés de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge ont publié des orientations sur la prévention contre l'infection dans les écoles. Comme je l'ai dit, vont être mises à votre disposition par les collègues modérateurs de Africa CDC. Déjà, le lien, il est là si vous aurez besoin de parcourir le document qui a été élaboré conjointement entre les trois organismes internationaux. C'est-à-dire, il vous donne les éléments que vous devez prendre en considération pour décider de fermer ou de rouvrir les écoles. Et comme je l'ai dit, c'est un travail d'équipe en collaboration, les experts PCI, avec le responsable de la médecine scolaire universitaire, le responsable de médecine de travail, les administratifs et les dirigeants au niveau de la communauté. Quel élément à prendre en considération pour décider de fermer ou de rouvrir les écoles? Juste dit ici, ce sont des titres qui ne sont pas détaillés, juste pour, ça va nous servir comme prérequis pour passer à notre présentation. Les facteurs à prendre en compte dans une évaluation générale des risques sanitaires comprennent les facteurs épidémiologiques et bien sûr les capacités du système de santé et le système de santé public, l'engagement de notre communauté, la capacité du gouvernement à apporter de manière continue un soutien social et économique aux personnes les plus vulnérables. Et dans un cadre, ici trois, ça vous faire référence à la fin de la présentation. Dans un cadre pour la réouverture des écoles publiées récemment, le partenaire met en avant 6 dimensions clés à prendre en compte lors de la planification. Les politiques, les financements, le fonctionnement sûr, l'apprentissage, l'enseignement pour les plus marginalisés, bien sûr la protection ou le bien-être. Alors, ces éléments-là seront détaillés dans le document que je vous ai parlé dans le diapo précédent. Les autorités nationales peuvent aider à la mise en œuvre d'une approche fondée sur les risques au niveau local en mettant à disposition des modes opératoires normalisés ou des listes de contrôle pour les écoles en fonction de l'épidémiologie, bien sûr, et des conditions locales. S'il vous plaît, chers collègues, prenez toujours en considération les spécificités de chaque école, de chaque région et de chaque pays. Et c'est à vous de bien comprendre et assimiler ces éléments-là pour que vous assurez la réussite lors de la mise en œuvre spécifique. Maintenant, chers collègues, qu'est-ce qu'on sait sur le COVID-19 chez les enfants? Comme vous le savez, il y a beaucoup d'informations qui se partagent sur le net, les organismes, il y a il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de nouveautés chaque jour. Et les mises à jour, même pour l'OMS et les organismes internationaux, se font d'une façon plus ou moins fréquente, voire parfois quotidienne. Alors, ici, les connaissances qu'on a proviennent d'un examen de la littérature et les données collectées au niveau de plusieurs pays. Alors, les données de différents pays et un examen récent de la littérature sur COVID-19 chez l'enfant suggère l'enfant sont moins souvent déclarés comme cas que les adultes et que l'infection provoque généralement chez eux une maladie bénigne. D'accord? Ça, ce qui est déclaré.
Les formes graves de COVID sont peu fréquentes chez l'enfant, bien que de formes critiques aient été signalées avec des vascularites et avec des complications neurocérébrales très graves et qui en mettent même en jeu la vie des enfants. Le rôle des enfants dans la transmission reste flou et il serait important de disposer des données supplémentaires, notamment à partir d'enquêtes séro-épidémiologiques stratifiées en fonction de l'âge. À ce jour, seul un nombre limité de structures d'enseignement ont été impliquées dans la genèse des flambées épidémiologiques de COVID. Et l'étude de ces cas semble montrer que la transmission de la maladie était principalement liée à des événements sociaux en rapport avec la vie scolaire universitaire plutôt qu'à une transmission dans les salles de classe. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, de notre jour, ils sont rares les transmissions qui ont été rapportées dans les salles des classes. Ces études aussi suggèrent également que l'introduction du virus a probablement été le fait d'un membre adulte du personnel. Les études utilisant des données issues de modélisation soulignent l'importance de l'épidémiologie locale dans la prise de décision, mais aussi de ne pas faire reposer les interventions uniquement sur des mesures en milieu scolaire. Ici, chers collègues, ces mesures-là doivent être vraiment généralisées et touchent toute la communauté lors de leur mise en œuvre pour une meilleure réussite et contrôle de la propagation de la pandémie. Il ne faut pas aussi oublier, chers collègues, que les écoles après réouverture doivent être surveillées. Il doit y avoir un système de surveillance. L'efficacité des interventions de téléenseignement, dans quelle mesure l'école a été capable de développer des stratégies téléenseignement, si c'est possible, quelle proportion d'enfants en a bénéficié, quel est le retour d'information des élèves, des parents, des enseignements. Et malheureusement, faute de moyens, beaucoup de pays africains, et même chez moi en Tunisie, ces interventions de télémédecine étaient limitées au niveau, c'est-à-dire pour les niveaux universitaires, ça réussit, mais pour les autres niveaux, ça a été très, très limité vu les difficultés techniques. Effet des politiques et de mesures sur les objectifs éducatifs et les résultats en termes d'apprentissage. Effet de politiques et de mesures sur la santé et le bien-être des enfants, des frères et sœurs, des membres du personnel, des parents, des autres membres de la famille. Tendance du décrochage scolaire après la levée des restrictions. Alors, chers collègues, les diapos que j'ai fait passer, juste ça vous met dans le cadre de nos mesures pratiques de prévention, contrôle de l'infection dans les écoles. C'est-à-dire, on ne peut pas passer à ces mesures sans tout le préalable dont j'ai parlé et tout un cadre spécifique qui doit être étudié et mis en œuvre. Alors, si on revient maintenant à ces mesures pratiques de prévention contre l'infection dans les écoles, alors, il y a toute une stratégie d'atténuation pour les écoles. Alors, cette stratégie est basée sur 5 éléments, comme vous le savez, la distanciation physique, l'hygiène de main, l'hygiène respiratoire, nettoyage des infections, dépistage et surveillance. Chers collègues, si on est dans une institution de santé, une formation sanitaire, généralement, les professionnels de santé maîtrisent très bien ces éléments-là. Mais dans le milieu scolaire, alors là, il faut que les enseignants, les cadres administratifs, alors là, les parents et les élèves vraiment aient connaissance et savent bien appliquer ces stratégies d'atténuation dans les écoles. On va les prendre une à une et donner plus de détails pour leur compréhension et leur mise en œuvre. Alors, les types de contrôle au milieu scolaire. Alors, je m'excuse. Il y a 3 types de contrôle. Il y a le contrôle personnel, administratif, et technique. Le contrôle personnel, ce sont des comportements des individus qui peuvent se protéger et protéger ceux qui les entourent. Le contrôle administratif, c'est un processus politique que les administrations scolaires peuvent mettre en place pour assurer la sécurité
des personnes. Quand j'en parle de personnes, c'est-à-dire les élèves, le personnel, soit technique ou enseignant. Le contrôle technique, c'est une structure physique qui peut être mise en place pour éloigner les personnes des dangers. Tous les contrôles varient en fonction des ressources disponibles et devraient être éclairés par des données locales sur les épidémies. D'accord? Alors, notre stratégie, normalement, elle comporte ces 5 éléments-là. Et pour chacun de ces éléments-là, on va voir les contrôles qui doivent être mis en place. Alors, si on prend le contrôle personnel pour les élèves, étudiants, écoliers et le personnel. Bien sûr, ici, les termes élèves, ils varient, avec ça des écoliers, ils appellent des étudiants. Alors là, mais généralement, le terme élève est le plus courant. Alors, quand on parle le contrôle personnel, et quand j'ai parlé au début ici de contrôle personnel, sont le comportement des individus qui peuvent se protéger et protéger ceux qui nous entourent. C'est-à-dire, ce sont des mesures propres à la personne. D'accord? Alors, le premier contrôle personnel, c'est la distanciation physique. C'est-à-dire, on doit maintenir une distance de 2 mètres si possible entre les personnes qui ne vivent pas ensemble. D'accord? Ici, quand on parle de 2 mètres, alors là, il faut prendre en considération dans le milieu scolaire ou le lieu de travail, il y a des va-et-vient et de mouvements. D'accord? C'est pourquoi une distance de 2 mètres est nécessaire, pas une distance de 1 mètre. D'accord? Deuxième élément de contrôle personnel, des 5 éléments dans la stratégie qu'on a parlé, c'est l'hygiène de main. Ici, bien sûr, il faut inciter, apprendre, mettre à disposition, suivre, accompagner les élèves et le personnel pour qu'ils fassent cela fréquemment les mains à l'eau et au savon, au moins pendant 20 secondes avec une technique appropriée. Et aussi, ils peuvent utiliser un désinfectant à base d'alcool, bien sûr, qui doit être supérieur ou égal à 60%. L'hygiène respiratoire, principalement, c'est le port de masque. Aussi, ils doivent couvrir la bouche et nez lors de tout et d'éternuement. Quand ils éternuent ou ils toussent, ils doivent couvrir. Bien sûr, l'hygiène respiratoire, ça prend du temps pour apprendre les élèves et apprendre les formateurs à l'observer et à la mettre en application. On va voir que pour le port de masque, il n'y a pas de recommandation spécifique pour le porter dans les salles de classe si une distanciation a été respectée. Mais beaucoup recommandent même dans la salle de classe de garder le masque. Le nettoyage et désinfection, on doit essuyer les objets, les surfaces fréquemment touchées après utilisation. Et n'oubliez pas que vous êtes dans une école et que les élèves, ils jouent, ils touchent ici, à droite, à gauche, là. Et on ne peut pas vraiment faire une surveillance stricte continue pour eux. Et de même, leur prise de conscience n'est pas la même qu'un adulte ou un professionnel de santé par rapport à ces éléments-là. C'est pourquoi il faut que le responsable assure un nettoyage, une désinfection fréquente et répétée avec des produits spécifiques, des objets, les surfaces qui sont souvent et fréquemment touchés ou utilisés dans les écoles. Dépistage de surveillance, on recommande, prenez, c'est-à-dire la prise de température, surtout si vous présentez des symptômes. Restez à la maison si vous vous sentez malade ou après avoir été en contact étroit avec une personne malade. Alors, vraiment, cette recommandation en rapport à stratégie dépistage et surveillance, il faut que tout le personnel, y compris les élèves, bien sûr, on accompagne les élèves sous la tutelle et l'observation de leurs parents. Alors, qu'on contrôle l'état de santé et si possible, on contrôle la température et on a le moindre doute qu'ils restent à la maison, surtout s'ils se sentent malades ou s'ils suspectent ou estiment qu'il était en contact étroit avec une personne malade. La distanciation physique. D'accord? On va revenir maintenant à la distanciation physique. Alors, contrôle administratif, restreindre le mélange entre les groupes en utilisant des cohortes. On peut partager les enfants dans des petits groupes. Je sais que parfois c'est difficile et je sais comment elles sont pleines nos écoles, mais dans les limites du possible, essayez avec
bien sûr, essayer de recommander et d'appuyer les instituteurs, les instructeurs, les professeurs, vraiment avec les administratifs à faire cette répartition-là entre le groupe. Établir un horaire alterné pour les cohortes. On peut alterner les horaires dans les limites du possible. Limiter l'encombrement pendant la journée scolaire. Éviter de partager des livres de fourniture. Restreindre l'entrée des soignants et des visiteurs non essentiels. Pour la mise en œuvre de cette distanciation physique, alors il y a aussi des contrôles techniques ou d'ingénierie. Alors, flux direct d'étudiants, comment on organise le flux pour entrer et pour sortir. Modifier les dispositions de la classe. Fournir des repères visuels ou des guides, rubans adhésifs sur le sol ou panneaux sur le mur, comme vous voyez par exemple en bas, celui par exemple entre les tables, ruban adhésif sur le sol, qui indique l'espacement sécuritaire des tables. Les considérations et les défis à prendre en considération. Adapter le programme des repas scolaires pour une préparation, distribution, ramassage et consommation en toute sécurité. Établir un apprentissage à distance ou d'autres adaptations pour les étudiants et le personnel à risque, bien sûr dans les limites du possible. Si les salles de classe sont très petites pour permettre des sièges espacés, réaménager les espaces. Bien sûr, on pouvait utiliser les salles de gymnase ou de sport ou les cafétérias ou autres espaces qui sont disponibles ou déplacer les classes à l'extérieur si les conditions, bien sûr, les permettent. D'accord? Ceci, chers collègues, en rapport avec la distanciation physique. Voilà des exemples et ça a été appliqué dans quelques pays là et ça a été recommandé. Les classes peuvent être déplacées à l'extérieur, bien sûr, si les conditions sont favorables et permettent les conditions climatiques et autres techniques. L'hygiène respiratoire. Le contrôle administratif, on doit exiger des masques pour les étudiants ou les élèves, le personnel et les visiteurs. Enseigner l'étiquette de tout détournement avec un suivi d'hygiène de main. Afficher des affiches avec des indices visuels sur l'utilisation appropriée des masques et l'étiquette de tout et détournement. S'assurer qu'ils sont dans une langue et des formats accessibles. Chers collègues, parfois il suffit de photocopier. Si on a une affiche même colorée et on n'a pas les moyens d'en faire une de la même taille avec les mêmes spécifications, la même qualité, au moins on peut faire des photocopies et le mettre là dans les lieux qui sont les plus fréquentés par les élèves ou dans les salles de classe pour les rappeler. Le contrôle d'ingénierie par rapport aux techniques par rapport à l'hygiène respiratoire. Augmenter la ventilation et la circulation d'air appropriée du bâtiment scolaire en ouvrant les fenêtres ou en organisant des cours à l'extérieur si les conditions les permettent. Vous le savez très bien que les chances d'être contaminé ou le maintien en suspension des micro-organismes ou des virus dans les espaces fermés est plus fréquent. Les espaces qui sont aérés, il y a moins de risques de contamination. Considérations et défis. Si l'utilisation régulière d'un masque est difficile pour les jeunes enfants, donnez la priorité au moment où le risque est le plus élevé pour eux de porter des masques et apprenez à porter correctement les masques. On sait très bien qu'il est très difficile pour les petits-enfants, moins de 4 ans, ou moins de 4 ans, même de 3 ans, qu'il est difficile de porter régulièrement le masque et de respecter les normes par rapport au port de masque, de ne pas toucher les masques si on a les mains qui ne sont pas propres. Alors vraiment, c'est un grand défi et c'est à vous en collaboration avec les parents, la famille, la communauté et surtout les instituteurs ou les professeurs, alors là, d'appuyer et d'accompagner les enfants. Le port de masque peut être difficile pour les personnes ayant des problèmes cognitifs, sensoriels ou comportementaux, et voire même qui ont des problèmes respiratoires, des asthmatiques et les autres dents, ils peuvent avoir des difficultés pour les porter. Il faut que vous devez prendre en considération ces éléments-là et proposer ou trouver des solutions adaptées. Accueillir les élèves qui ne peuvent pas porter des masques en encourageant l'apprentissage à distance
ou en organisant des cours dans des zones avec une ventilation et circulation d'air accrue. L'hygiène de main. Alors, le contrôle administratif, enseigner aux élèves et au personnel une bonne technique d'hygiène de main. S'il vous plaît, insistez sur la technique, s'il vous plaît. Parce que le lavage de mains, ou si on ne lave pas les mains correctement, juste un peu de savon, un peu d'eau, papa, 1, 2, 3, et c'est fini, ça ne donne pas. Alors, prenez votre temps, mettez des affiches, répétez, 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 aussi bien que le cadre formateur et les cadres administratifs dans les écoles, les lycées ou autres, alors qu'ils prennent leur temps et vraiment qu'ils soient patients parce que vraiment l'hygiène de main est primordiale pour la prévention, pas seulement de Covid, mais d'autres maladies qui sont dues au moins sale et qui sont transmises avec les mains. D'accord? Alors, exiger l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie de l'école et à d'autres moments clés. Surtout lors des entrées et sorties des toilettes, lors des entrées et sorties pour les réfectoires ou l'espace dédié pour manger. S'il vous plaît, toute personne qui entre dans l'école ou en sort doit se laver les mains. Et toute personne qui doit accéder, je m'excuse, doit accéder à l'espace dédié pour l'alimentation, pour les toilettes, alors il doit se laver les mains avant de manger, après avoir mangé, avant d'entrer aux toilettes, après sortir des toilettes. Planifiez une hygiène des mains fréquente. Ayez un plan pour s'assurer que le savon et l'eau sont maintenus tout au long de la journée. Et là, c'est un grand défi. Contrôle technique. Placez des postes de lavage des mains aux entrées et sorties, dans les salles de classe, près des toilettes, à proximité des aires de restauration et bien sûr, ou des préparations des aliments. S'assurer que les stations de lavage des mains respectent le principe de changement de comportement en matière d'hygiène des mains. Bien sûr, il y a toujours des défis, il y a des considérations à prendre et normalement, nous sommes le mieux placés pour gérer ces considérations et bien sûr, gérer aussi ces défis-là et atteindre nos objectifs. Le coût et disponibilité de matériel d'hygiène nécessaire. Là, c'est un grand défi. L'accès à l'eau sur place. Les personnes handicapées peuvent avoir besoin d'aide pour l'hygiène des mains. Une désinfection pour les mains à base d'alcool peut être utilisée si l'eau courante et le savon ne sont pas disponibles, nécessite une surveillance pour éviter l'ingestion et bien sûr aussi le défi, le coût des désinfectants à base d'alcool. Il faut, comme vous voyez le photo là, avoir des affiches ou des indices visuels pour inciter les élèves à se désinfecter les mains. Alors, pour l'hygiène des mains, il y a toujours des solutions qu'on peut adapter. Comme vous voyez la photo au milieu, alors là, c'est très fréquent et personnellement avec beaucoup de collègues, avec des seaux, qu'on fait un petit trou et on met un robinet, et on trouve des moyens plus ou moins adaptés. Comme vous voyez avec le seau réceptif, alors là, on se lave les mains. Mais s'il vous plaît, pas le truc qui est à gauche, le même récipient avec de l'eau, et les élèves le lavent les mains tous dans le même seau. Et à la fin, on va trouver cette eau qui est contaminée et qui a collecté tous les micro-organismes qui étaient déposés sur les mains des enfants. Vous voyez, à gauche, il y a même des trucs qui étaient beaucoup partagés avec le bidon et avec le bâton juste en appui et ça donne l'eau dosée. Nettoyage et désinfection. Contrôle administratif, exiger une fréquence accrue de nettoyage, désinfection de surfaces hautement touchées, au moins quotidiennement. Au moins. Et personnellement, la littérature parle quotidiennement, j'ai dit au moins bi-quotidienne. Au moins bi-quotidienne. Formation sur le matériel et les procédures de nettoyage et désinfection appropriées. Fournir au personnel de nettoyage des instructions écrites ou illustrées sur les procédures de nettoyage. S'il vous plaît, prenez soin vraiment d'accompagner, d'aider, de former le professionnel qui sont chargés de nettoyage. Une
comment ils se protègent eux-mêmes avec les équipements spécifiques, quels produits utiliser, la technique à utiliser et la fréquence et les moyens qu'ils doivent utiliser. Alors, s'il vous plaît, accompagnez les agents de nettoyage parce que si le nettoyage et les infections n'ont pas été faites correctement, on va avoir des sources d'infection fréquentes là. Contrôle technique, fournir ou d'ingénierie, fournir au personnel de nettoyage les produits de nettoyage nécessaires et les équipements de protection individuelle. Le défi, bien sûr, toujours, c'est le coût et la disponibilité de produits de nettoyage et des EPI. Juste une petite observation. Hier, on a assisté à un atelier qui a été très, très intéressant, qui a été organisé par Africa CDC par rapport à ces produits et ces coûts-là. Et ce qui est bien, c'est que beaucoup de pays en Afrique commencent à en fabriquer eux-mêmes suite à cette pandémie-là. Et vraiment, c'est très bien de voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en rapport avec le coût et la disponibilité de produits et des EPI. Le deuxième défi, alors là, bien sûr, c'est l'accès à l'eau sur place. La pulvérisation à grande échelle des désinfectants dans les écoles, dans les autobus n'est pas recommandée. S'il vous plaît, on reprend et on reprend, on les dit toujours, ni l'OMS, ni la Société savante CDC Atlanta, CDC European Center for Disease Control, Africa CDC, ne recommandent la pulvérisation de désinfection. D'accord? Alors, les désinfectants sur le pulvérisé sont dangereux. Il faut vraiment nettoyer en portant et essuyer en portant des gants et des chiffons spécifiques. Le dépistage et la surveillance, le contrôle administratif. Alors, on doit élaborer des politiques pour que les élèves et le personnel restent à la maison en cas de diagnostic de COVID-19 ou s'ils ont été en contact avec personnes avec COVID-19 positif, voire même suspectes, en attendant le résultat. On doit avoir des politiques qui sont claires pour les élèves et pour le personnel. Identifier un point de contact au sein de l'école pour les élèves, les parents et le personnel afin de notifier l'apparition ou le diagnostic de symptômes. On doit toujours avoir une personne référente qui aura une formation spécifique au dépistage et la surveillance et qui prend en charge, s'il vous plaît, les élèves, le personnel ou les parents qui ont des problèmes. Alors là, ils doivent toujours avoir quelqu'un auprès de qui ils peuvent avoir recours pour les orienter et les appuyer. D'accord? Élaborer des plans pour les procédures de dépistage et le suivi des personnes ayant des résultats de dépistage positifs. Bien sûr, on doit avoir des plans spécifiques à ça pour que si on a des cas suspects ou on a des problèmes par rapport à un problème de santé spécifique, alors on a des protocoles, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait ça et surtout qui fait ça et avec qui. Le contrôle, c'est mettre en place des stations ou des zones de dépistage des symptômes avec des matériaux appropriés, thermomètres sans contact, gants, etc. Bien sûr, s'ils sont disponibles. Considération et défis, peur de prendre de retard, de perte de salaire, de stigmatisation ou d'autres conséquences de rester à la maison. Alors, s'il vous plaît, alors là, les élèves, même personnel, ils ont peur de prendre du retard par rapport au programme, par rapport à la formation, par rapport au paiement. Alors, ils ont peur de perdre leur salaire, ils ont peur d'être stigmatisés. Alors là, et bien sûr d'autres conséquences, s'ils restent à la maison, alors il faut prendre en considération ce défi-là. Encourager les élèves, le personnel, leur famille à se surveiller eux-mêmes pour détecter les symptômes. Encourager les tests si symptomatiques et si les tests sont disponibles, bien sûr. Il y a beaucoup de recommandations par rapport si quelqu'un tombe malade à l'école ou dans un lycée. Alors, les mesures, c'est-à-dire avant que la personne tombe malade, dites au personnel et aux familles de rester à la maison après l'école s'ils présentent des symptômes de COVID-19, reçoivent un diagnostic de COVID-19, attendent le résultat des tests ou ont été exposés à une personne présentant des symptômes ou un COVID-19 confirmé ou probable. D'accord?
Alors, avant qu'on arrive à avoir ce problème-là, quelqu'un tombe malade à l'école, alors là, on doit leur dire de rester à la maison. Alors, s'ils ont des symptômes ou s'ils ont été diagnostiqués ou l'attente des résultats d'un diagnostic ou s'ils ont été en contact avec une personne présentant des symptômes ou confirmés ou probables avec COVID-19. On doit développer un système. Ici, un système, ce n'est pas compliqué, un système assez simple qui permette au personnel, aux familles de signaler leur diagnostic à l'école et d'informer les contacts du cas positif. D'accord? Au cours ou quand on est devant les faits. Alors, il y a des mesures qui doivent être prises en considération. Bien sûr, comme je l'ai dit, par le point focal, la personne focale dans l'école. Alors, on sépare immédiatement, mais discrètement, s'il vous plaît, les personnes qui présentent les symptômes du COVID ou celles dont le test est venu positif. On a quelqu'un qui est là et on ne sait pas, mais on nous appelle, on dit, vous avez un élève ou un agent de nettoyage ou un instituteur dont il est positif ou c'est un contact de quelqu'un qui est positif. Alors, on doit les séparer immédiatement, bien sûr, avec toute discrétion des autres. On doit fermer les zones utilisées par les personnes malades pendant 24 heures pour réduire le risque d'exposition au virus et pour le personnel de nettoyage. Et on doit nettoyer, désinfecter, bien sûr, après ces 24 heures dans les limites du possible. Aviser les malades de ne pas retourner à l'école avant d'avoir satisfait aux critères locaux. Vous savez très bien, chaque pays, chaque région, au niveau de chaque localité, il y a des critères qui sont là pour la personne, pour qu'ils nous dit qu'il n'est plus positif, qu'il est guéri, qu'il n'est plus porteur du virus et qu'il peut reprendre ses activités scolaires ou professionnelles. Alors, on doit satisfaire ces critères-là nationaux pour mettre fin à l'isolement à domicile. Après, bien sûr, après avoir séparé la personne avisée. Alors, on doit aviser les responsables locaux de la santé et les familles, informer le personnel et les familles des fermetures, des restrictions mises en place en raison d'une exposition possible au COVID, conseiller aux contacts étroits de rester à la maison, surveiller eux-mêmes les symptômes et de suivre les directives locales, nationales, si, bien sûr, il y a des symptômes qui se sont développés. Il faut nettoyer et désinfecter les zones utilisées par les personnes malades, attendre 24 heures avant le nettoyage et les infections. Si 24 heures ne sont pas réalisables, attendez, s'il vous plaît, le plus longtemps possible. C'est un peu ça la première partie, mes chers collègues, en rapport aux mesures de prévention contre l'infection dans les écoles. Et quand on parle d'école, généralement, ça inclut tous les élèves qui sont au niveau primaire, secondaire. Il y a même qui parlent même des écoles maternelles préscolaires qui sont inclus, préscolaires, scolaires, primaires et secondaires, soit 1 ou 2, de nouveau 1 et 2, le collège et le lycée. Pour les universités, c'est un peu, dans beaucoup de documentations, c'est qu'on désire des adultes et ils doivent se comporter, c'est-à-dire il y a un mélange de recommandations pour eux qui ressemble beaucoup à celle des élèves et il y a une dimension aussi en rapport avec le travail parce qu'il y a des ateliers, il y a des activités, il y a des TP qui sont réalisés dans les universités. Alors, prévention de la COVID-19 sur le lieu de travail. Malheureusement, il n'y a pas de documentation assez claire. Il y a des recommandations qui sont assez vagues. En parcourant la littérature, j'ai mis à votre disposition, il y a un site là, de Santé publique Canada qui a émis des recommandations. Il y a le site ici Atlanta aussi qui a mis, mais ne sont pas vraiment très bien sont pas assez complètes et nécessitent vraiment que vous l'analysez et voir apporter quelques modifications pour que vous puissiez la mettre en œuvre dans les lieux de travail dans nos pays en Afrique. Comme introduction, partout dans le monde, les pays prennent des mesures extraordinaires pour empêcher la propagation de COVID sur le lieu de travail. Cela s'est traduit par la modification des horaires et heures de travail, ou même par la fermeture pendant un certain temps. Il a été demandé à de nombreux employés de rester chez eux, à d'autres de travailler à domicile et à d'autres encore de continuer à travailler parce que leur travail est essentiel pour que le pays
puisse continuer à fonctionner pendant cette épidémie. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup en Afrique de la population de la communauté qui travaillent le jour au jour pour gagner leur pain et pour pouvoir vraiment continuer à trouver à manger eux et faire manger leur famille. Les employeurs aussi doivent utiliser les lignes directrices relatives à la prise de décision fondée sur les risques sur le lieu de travail et les entreprises pendant la pandémie COVID-19. Pour les employés, ici, je m'excuse, on vise surtout ceux qui sont employés dans des usines ou des lieux de travail plus ou moins identifiés et visibles. Tous les employés doivent s'assurer de comprendre et de respecter les politiques et les mesures de prévention des infections mises en place dans leur lieu de travail. Bien sûr, ce sont des mesures simples que vous connaissez très bien, mes chers amis, et principalement, c'est de garder leurs mains propres. Alors, ils doivent se laver souvent les mains avec le savon pendant au moins 20 secondes, utiliser des infections pour les mains à base d'alcool, éviter de vous toucher les yeux et le nez et la bouche, tousser et éternuer dans le creux de votre bras. Bien sûr, ici, on parle d'étiquettes respiratoires. Évitez de toucher les surfaces fréquemment touchées par d'autres personnes. Saluez les gens avec un signe de la main amical plutôt qu'avec une poignée de main. Malheureusement, même chez moi, alors là, on est très mal vu si quelqu'un vous tend la main et vous ne lui tendez pas votre poignet pour le saluer. C'est vraiment très, très, très mal vu. Et personnellement, je me trouve souvent dans une situation où je suis dans l'obligation de tendre la main à beaucoup de personnes par respect des coutumes et des habitudes et de ces personnes-là. Utilisez tout équipement de protection individuelle nécessaire selon les indications, bien sûr, de votre travail. Gardez votre environnement propre. Utilisez des produits appropriés pour nettoyer et désinfecter des articles de votre bureau, votre surface de travail, votre téléphone, votre clavier, vos appareils électroniques, les caisses enregistreuses si on est dans des supermarchés, les pavés numériques, le bouton d'ascenseur, les poignées de porte, les comptoirs de services de clientèle, les tables de restaurant, surtout s'ils sont visiblement sales. Bien sûr, garder l'environnement propre, ça nécessite vraiment une motivation avec des grands défis, avec une disponibilité des équipements, des matériels pour assurer vraiment le nettoyage et la désinfection spécifique de ces éléments-là. D'accord? Si les infectants liquides ne risquent pas de les endommager, les appareils électroniques fréquemment touchés comme les téléphones, les ordinateurs, autres dispositifs peuvent être désinfectés avec de l'alcool. Et s'il vous plaît, ne versez pas de l'alcool. Ayez une lingette ou des tissus ou des papiers que vous imbibez avec de l'alcool et essayez de nettoyer ces matériels électroniques. Bien sûr, il y a du matériel électronique, il faut lire les notices des fabricants. Alors là, qui recommande de ne pas utiliser de l'alcool, il recommande d'autres produits pour la désinfection, la désinfection de ces matériels électroniques. Gardez vos distances, maintenez une distance de 2 mètres entre vous et vos collègues ou vos clients. Bien sûr, le 2 mètres pour permettre le va-et-vient. Augmentez la distance entre les bureaux, les tables et les postes de travail, réduisez les activités qui nécessitent une proximité physique ou un contact avec les personnes, comme dans les réunions d'équipe. Et ces mesures-là, on a mis en place dans des pays, même dans les marchés des légumes ou d'autres marchés. Juste, il faut essayer de comprendre aux vendeuses dans les marchés des légumes-là, comment ils se placent même par terre, comment ils mettent les légumes qu'ils ont et la distance qu'ils ont à garder et ils peuvent vraiment continuer. Gardez la distance entre vous et les clients, entre vous et vos collègues. Limitez le plus possible le contact à moins de 2 mètres dans les situations où l'éloignement physique est difficile à maintenir. Les employeurs devraient inciter leurs employés et leurs clients à porter un masque non médical ou un couvre-visage. Quand ce masque ou couvre-visage est porté correctement, la personne peut réduire les risques que les gouttelettes respiratoires entrent en contact avec les surfaces ou, bien sûr, les personnes à proximité. Comme vous voyez, chers collègues, ce sont des éléments qu'on connaît. En hygiène de main, l'environnement propre, on garde les distances. Bien sûr, si on présente des symptômes, si vous croyez être atteint de COVID, contactez les responsables ou les autorités locales sanitaires pour savoir ce que vous devez faire.
Et s'il vous plaît, mettez à la disposition toujours des gens, soit un numéro de téléphone, un lieu ou des personnes focales à laquelle ils doivent se référer s'ils estiment qu'ils ont les symptômes ou ils sont malades. Si vous présentez un des symptômes de la COVID, fièvre, toux, difficulté à respirer, alors même s'il est léger, vous devez absolument rester chez vous et vous isoler sur le champ des autres pour éviter de transmettre la maladie. Malheureusement, je croise dans beaucoup de pays parfois des gens qui disent « Moi, si je ne travaille pas, je ne trouve pas à quoi me faire manger ou manger mes enfants. » Alors, je sais que peut-être j'ai la fièvre, j'ai le tout, mais je vais porter des masques, je vais porter des gants, garder la distance et essayer de continuité, mais avec ces mesures de prévention. Dans les limites de possible, s'il vous plaît, il faut les inciter vraiment à qu'ils restent chez eux et s'isolent sur le champ, sinon on risque d'avoir créé un foyer infectieux. Si vous présentez des symptômes, même légers, pendant que vous êtes au travail, isolez-vous des autres et restez chez vous, en évitant si possible d'utiliser le transport public, bus, train ou taxi, dans les limites de possible si on parle. Communiquez avec l'autorité sanitaire locale et suivez les instructions fournies. Pour les employeurs, ils doivent instaurer des politiques qui visent à réduire la propagation du Covid sur le lieu de travail et assurer vous qu'elles sont communiquées aux employés et comprises. Bien sûr, ici, il faut une certaine rigueur de la part des employeurs, de la part des responsables, de la part des surveillants et de la part aussi des collègues qui font le contrôle de la médecine de travail pour la mise en œuvre et l'observation de ces mesures-là. Utiliser des lignes directrices relatives à la prise de décision fondées sur les risques sur le lieu de travail et les entreprises pendant la pandémie COVID-19. Et comme je l'ai dit au début, ces lignes directrices doivent être élaborées conjointement entre une équipe qui comporte des experts en prévention et en contrôle de l'infection, experts en médecine de travail, les responsables administratifs et techniques des travailleurs, alors les responsables aussi en rapport avec la santé et sécurité au travail. Communiquez le plus souvent avec votre personnel et vos clients au sujet de la COVID et les mesures de PCI que vous prenez. Il faut expliquer même à vos clients. Posez des affiches demandant aux clients malades de ne pas s'approcher du lieu de travail. Posez des affiches faisant la promotion de bonnes pratiques d'hygiène de main, d'hygiène respiratoire et d'autres pratiques saines comme la distanciation. Adaptez dans la mesure du possible les politiques et les procédures appliquées au lieu de travail pour réduire le contact public en autorisant le télétravail, s'il est possible, des horaires flexibles, étalement des horaires, utilisation des courriels ou emails et bien sûr organiser des réunions virtuelles, annuler ou reporter les réunions et les déplacements non essentiels. Déterminer les zones de travail où les gens ont des contacts fréquents entre eux et partager des espaces et des objets et augmenter la fréquence de nettoyage de ces zones-là. Envisager des moyens favorisant l'éloignement physique entre les employés, comme augmenter les distances entre les bureaux, les personnes en file d'attente et les postes de travail. Envisager de réduire au minimum les interactions entre les clients et vos employés, par exemple en limitant le nombre de clients autorisés dans votre établissement ou en servant les clients par téléphone. Il y a beaucoup maintenant qui demandent aux clients d'entrer un par un et l'attendre dans une file tout en gardant une distance à 1 mètre. Bien sûr, idéalement, il faut maintenir une distance de 2 mètres, à moins qu'il y ait une barrière physique, cloison ou panneau en plexiglas. Quand vous instaurez des politiques en matière d'utilisation de masques ou de couvre-visage non médicaux au travail, prêtez une attention particulière aux exigences en matière de santé et sécurité au travail, ainsi que la configuration d'espace de travail des employés afin d'éliminer, dans la mesure du possible, tout risque d'accident dû au port, bien sûr, de masques au couvre-visage. Fournissez le produit de nettoyage nécessaire pour maintenir le lieu de travail propre et sûr. Donnez accès à des installations de lavage des mains, placer des distributeurs désinfectants pour les mains, bien sûr, dans des endroits qui sont vus sur le lieu de travail. Veillez à ce que les zones de travail où circulent beaucoup de personnes ou les surfaces fréquemment touchées soient lavées et désinfectées plus souvent. Je m'excuse. Veillez à ce que les zones de travail où circulent beaucoup de personnes ou les surfaces fréquemment touchées soient lavées et désinfectées plus fréquemment. Veillez à ce que le produit de nettoyage soit mis à la disposition des employés pour nettoyer et désinfecter les espaces. C'est comme la même chose et les mêmes éléments avec les mêmes défis qu'on a parlé dans les écoles.
Fournissez aux employés tout équipement de protection individuelle recommandé par les directives en matière de santé et sécurité au travail, ainsi que la formation nécessaire pour garantir, bien sûr, son utilisation correcte et optimale. Assurez-vous que les employés savent quoi faire s'ils présentent des symptômes, comme on l'a dit pour les élèves et pour les instituteurs, pour le personnel administratif des écoles. Envisagez d'assouplir la politique de congé de maladie pour les employés qui sont malades. Il conviendra notamment de ne pas exiger de certificat médical pour le retour au travail, car cela réduirait la charge du système de santé. Déjà, il est trop sollicité. Envisagez des horaires flexibles pour permettre aux employés qui doivent utiliser le transport en commun pour se rendre au travail d'éviter les périodes de pointe. Pensez à des moyens de transport qui permettent aux employés de rentrer chez eux sans utiliser le transport en commun s'ils développent des symptômes au travail. Préparez-vous à une augmentation de l'absentéisme pour cause de maladies chez les employés et leurs familles ou à une fermeture d'école. Les déplacements des professionnels, pour le moment, les voyages non essentiels ne devront pas avoir lieu. Analysez les risques et les avantages liés à tout voyage essentiel à venir et évaluer d'autres options comme le report ou l'annulation du voyage ou la participation virtuelle à ces réunions. Consultez les plus récents renseignements sur les zones touchées et le conseil de santé aux voyageurs. À votre retour de tout voyage à l'étranger, vous devez auto-isoler pendant 14 jours. Lorsque vous revenez d'un voyage, je m'excuse. Comme je l'ai dit, le document a été compilé. Alors, lorsque vous revenez d'un voyage, surveillez votre état de santé pendant 14 jours afin de déceler tous symptômes comme de la toux, de la fièvre ou une respiration difficile. Si vous présentez des symptômes même légers, que vous toussez, faites de la fièvre ou avez des difficultés respiratoires, isolez-vous à la maison et contactez l'autorité locale de santé publique pour obtenir des instructions supplémentaires. Certaines personnes qui traversent la frontière souvent pour assurer la circulation des marchandises et des services essentiels. Et on sait même en Afrique, il y a beaucoup qui se déplacent entre les pays. Et les personnes qui reçoivent ou fournissent d'autres services essentiels doivent avoir un protocole spécifique à eux, en rapport avec l'analyse et l'isolement. Vous devez pratiquer l'éloignement physique social, surveiller l'apparition des symptômes, rester à la maison le plus possible, suivre les consignes de l'autorité locale de santé publique si vous présentez des symptômes. Pour conclure, les fermetures d'établissements scolaires qui ont eu lieu dans le monde entier en réponse à la pandémie COVID-19 constituent une menace sans précédent pour l'éducation, la protection et le bien-être des enfants. Alors, s'il vous plaît, prenez ceci en considération pour que vous mettiez en œuvre les mesures de prévention contre l'infection et que vous assistiez dans les protocoles et les mesures de réouverture, fermeture des écoles ou des lieux de travail. J'ai mis, chers collègues, à votre disposition une liste de liens bibliographie. Même lors de diapo, si vous trouvez un chiffre après une citation ou un passage, vous pouvez revenir à ces liens-là qui vous amènent au document original. Je vous remercie pour votre participation. Et cher modérateur, M. Tadier, à vous pour planifier les questions. Merci beaucoup, professeur Azouz, pour la brillante présentation sur comment élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des protocoles de prévention et de contrôle de l'infection pour le virus COVID-19 dans les écoles et les lieux de travail. Alors, nous allons maintenant passer aux questions-réponses. J'invite Dr Nadine à modérer pendant cette partie. Dr Nadine, si tu es en ligne, à toi la parole. Oui, bonjour Tadé, bonjour à tous. Merci beaucoup pour la brillante présentation au professeur Azouz. Alors, nous avons une série de questions et la première série s'adresse à Africa CDC. Je vais l'adresser soit à Tadé, soit à Dr Adela. Alors, il y a Dr Richard Baizire, ICANN RDC, qui demande qu'est-ce qui expliquerait les disparités de nombre de cas et de létalité. Qu'est-ce qui est fait pour partager les bonnes pratiques de prévention et prise en charge en Afrique? C'est la première question. Et puis, la deuxième question vient de M. Ibrahima Kouma. Nous avons remarqué moins de cas positifs en Afrique, bien que nos systèmes de santé restent à désirer.
quels sont les facteurs qui ont contribué à cela? Docteur Adela, est-ce que vous pouvez répondre? À vous. Allô, docteur Adela? Tadé? Oui, je crois que peut-être il n'est pas en Il n'est ligne. OK. pas connecté. Est-ce que Il est- docteur Jacques, j'ai vu docteur Jacques Katomba en ligne aussi. Est-ce qu'il peut répondre à ces deux questions? Docteur Docteur Jacques, Adela, vous je êtes le là? vois en ligne. Je crois qu'il n'est pas connecté. Peut-être il n'est pas près de... OK. Si, je vais essayer de répondre aux questions. Oui, vous avez. Oui, oui. Je vais d'abord commencer par la deuxième question. Vous avez, le monsieur demande qu'en Afrique, on constate peu de cas et aussi la létalité qui est faible. Est-ce que qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Premièrement, je dois dire que ce n'est pas à dire qu'il y a peu de cas en Afrique. Pourquoi? Parce que si vous voyez les données par rapport aux tests que l'Afrique fait, donc on est encore, on ne réalise pas beaucoup assez de tests qu'on on le voudrait. Donc, pour dire que peut-être que lorsque un pays ne fait pas beaucoup de tests, donc sans tester, tu ne peux pas savoir qui est positif et qui est négatif. Donc, ça peut expliquer le fait que il y a peu de cas en Afrique, mais aussi la faible létalité. Bien sûr, la létalité, c'est par rapport au cas positif. Alors, si je peux associer avec la première question, les disparités entre les pays, ici, si vous avez suivi la présentation, on voit que la région du Sud enregistre plus de cas. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud a fait une campagne de tests massifs où d'ailleurs c'est le premier pays en Afrique qui est largement en avant par rapport aux autres pays, où le pays, depuis, je crois, mars, avril, a fait une politique de tester en masse, où ils ont pu enregistrer plusieurs cas. Mais c'est pas seulement à tester, mais aussi il y a eu une politique de suivi des contacts qui était une politique nationale où ils ont suivi les cas activement. Donc, d'ailleurs, raison pour laquelle ils ont pu trouver beaucoup de cas de COVID-19. Alors, si vous avez suivi, vous avez vu que la région d'Afrique centrale enregistre peu de cas. C'est pas seulement enregistrer peu de cas, mais c'est la région qui fait ou bien qui fait peu de tests par rapport aux autres régions d'Afrique. Donc, pour dire qu'il y a une proportionnalité entre les cas trouvés et entre le nombre de tests qui est fait dans cette région. Merci, je crois que j'ai essayé de répondre à ces deux questions si Dr Katomba est là, peut me compléter. Merci, Dr Nadine. Est-ce que je peux compléter quelque chose? Oui, en fait, merci pour la question. Merci, Monsieur Tadé, pour la réponse. Je crois qu'il faut distinguer deux choses ici. Nous avons l'impact et nous avons la magnitude de COVID-19 en Afrique. Donc, les éléments qui peuvent justifier cet état des lieux, donc la magnitude, il y a évidemment le faible taux de tests que nous avons. Il y a aussi le faible taux de reportage parce que les gens ne viennent pas vers les centres de santé pour se faire tester. La plupart de ceux-là restent à la maison pour les conséquences que nous connaissons. Ils évitent la quarantaine ou l'isolement. Il y a aussi la stigmatisation au niveau social que les gens essayent d'éviter. Donc, il y a plein de cas en Afrique, mais on ne sait pas les reporter, on ne sait pas encore très bien dire. Donc, ici, c'est la pointe de l'iceberg, comme on dirait. Mais pour l'impact, je pense que c'est de plus en plus clair qu'en Afrique, on aura moins de décès qu'en Europe ou aux États-Unis, comparativement à ce qu'on a aujourd'hui. Alors, l'un des facteurs les plus cités,
c'est la distribution de l'âge en Afrique. La médiane d'âge en Afrique est de loin plus jeune, donc moins que le continent européen. Par exemple, si vous prenez l'Italie, la médiane d'âge est de 45 ans. Si vous prenez un pays comme la RDC ou l'Afrique du Sud, on est autour de 17 ans. Alors, vous savez que les jeunes ont un impact moindre en termes de COVID, donc ils font des formes plutôt bénignes. Et ceux-là qui sont plus âgés, avec plusieurs comorbidités, vont développer des formes graves, sévères, critiques, et donc l'impact sur la létalité dans ce groupe-là beaucoup plus âgé. Il y a aussi des facteurs qui restent à confirmer pour l'Afrique, avec la présence des maladies parasitaires, une forte stimulation, et donc l'immunité serait aussi un facteur, mais on attend encore des études conclusives ou concluantes là-dessus. Voilà un peu ce que je peux dire pour compléter, Monsieur Tadé. Merci. Oui, Monsieur Tadé? Oui, oui. Oui, je peux commencer à répondre aux questions qui ont été là, qui sont devant moi. Je peux commencer? Oui, Prof. Azouz, il y a plusieurs questions qui vous sont adressées. Oui. Et, je peux commencer parce qu'il y a 3 questions. Il y a des questions de Dr. Ibrahima Koma et Dr. Richard Baiziri, dans le même contexte, les directives pour les enseignants et le document pédagogique. Alors, en rapport avec le document pédagogique, et même la même question que les ressources pour mettre les recommandations là. Alors, normalement, comme je l'ai dit au début, c'est un travail d'équipe qui nécessite plusieurs disciplines. En tout cas, ça a été dit. Alors, ces directives-là, normalement, ils peuvent être mises en œuvre en collaboration avec les autorités du système éducatif et du système sanitaire dans les écoles. Alors, le document pédagogique, comme je l'ai dit, il y a des documents que je vais partager avec le collègue d'Africa CDC. Ils vont partager avec vous qui mettent le cadre avec des recommandations spécifiques. Et les documents pédagogiques avec lesquels on peut enseigner les enfants sont disponibles sur le site de l'UNICEF et même de l'OMS. Principalement, ce sont des photos et des affiches qui peuvent vous aider à faire ça. Voilà ce que je peux dire pour les 3 questions qui ont été posées par Dr. Brahima et Dr. Richard. On va mettre à votre disposition des documents et essayer de chercher pour voir d'autres. Oui, à vous, Dr. Nadine. Oui, il y a aussi la question de M. Jean-Claude Emery-Mana qui demande comment peut-on gérer les élèves pendant la récréation ou comment peut-on faire pour les cas où on trouve de grands effectifs d'élèves. Dans les écoles où il y a un grand effectif d'élèves, comment faire pour gérer cette pandémie? À vous, professeur Azouz. Oui, merci bien. Il y a la question de notre ami Jean-Claude, il y a la question de Dr. Aaron Matondo, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Alors là, en rapport avec l'école et avec la récréation, et la désinfection. Bon, ça a été dit dans la présentation et qu'on doit avoir des cohortes et avoir des petits groupes. Et on doit essayer de faire une répartition d'une manière à vraiment réduire le grand nombre de se retrouver en même temps dans un seul lieu. Bien sûr, ceci dans les limites du possible. D'accord? Je sais que ces recommandations parfois semblent un peu difficiles, mais si on va sur place dans une école et on essaie de discuter les horaires pour venir et pour rentrer de différents niveaux, de différentes classes et aussi la possibilité d'avoir des espaces qui sont ouverts, soit dans la nature si possible, ou d'autres espaces qui sont un peu plus aérés pour avoir ce nombre d'enfants ou des élèves, ça sera bien. Je sais qu'il y a des défis qui sont là, mais c'est à vous d'organiser avec le gens ou le personnel de l'école qui connaissent bien leur école, leur nombre, leur structure. Vous les appuyez juste sur les directives techniques et les justifications et l'observance. Alors, on peut
une classe, la diviser en deux. Au lieu d'avoir, par exemple, 4 heures de cours, on peut avoir 2 heures de cours et premier groupe, deuxième groupe. D'accord? Et on peut, entre les instituteurs, se partager les classes et avoir des classes qui sont faites en parallèle. Et ensuite, par exemple, on paye un peu plus pour les enseignants, dans le but possible, si le budget le permet, pour qu'ils font la répartition des classes entre eux et les niveaux pour réduire le nombre des élèves par classe. Concernant la gestion pendant la récréation, alors déjà, nous, on a demandé qu'ils se lavent les mains obligatoirement avant d'entrer et à la sortie, avant d'entrer aux toilettes. On a mis des mesures barrières là qui peuvent limiter la propagation de la contamination entre les élèves. Mais on ne peut pas interdire aux enfants de jouer, de crier, de courir, de se toucher. C'est presque impossible. Il est presque impossible. Même dans des pays qui ont les moyens le plus... La distanciation physique ou la distanciation entre les élèves, elle est très, très difficile. Alors, s'il vous plaît, essayez de mettre en œuvre les mesures là pour l'hygiène des mains. S'il est possible qu'ils portent des masques, de les observer, de leur rappeler qu'ils doivent garder une distance, que même en discutant, en parlant, ils doivent garder une distance, mais vous ne pouvez pas vraiment, appliquer à la lettre toutes ces recommandations là. Si, comme la question a été posée par Dr Aoran Montando, alors la désinfection, comme on l'a dit, on ne peut pas pulvériser. Mais dans le cours, par exemple, s'il y a des vomissures, s'il y a, je ne sais pas, l'exemple qu'il a pensé lorsqu'il a posé la question. Alors, je sais très bien, on peut trouver des cailloux, on peut trouver du sable dans le cours. Alors, on délimite l'espace qui a été sali ou infecté. Alors, on peut pulvériser, on peut avoir de l'eau de javel ou autre désinfectant disponible. On peut le verser sur cet espace-là et on laisse un temps de contact. Et on peut verser un peu d'eau pour que ça passe dans la nature, mais on ne peut pas faire plus que ça. Pour ce qui est des murs et des tables, on essuie avec des torchons et des désinfectants qui sont disponibles. Merci et j'espère que j'ai un peu répondu à votre question. À vous, Dr Nadine. Oui, merci, professeur. Alors, il y a une série de questions qui portent autour du masque, le port de masque. Il y a quelqu'un qui demande à quel âge peut-on commencer, à partir de quel âge peut-on mettre un masque à un enfant, l'usage des masques à l'école maternelle, quel genre de masque utiliser et à quelle fréquence les changer. Et j'en profite aussi pour vous poser une autre question qui parle de la durée de temps d'enseignement. Il y a quelqu'un qui demande que dire de l'idée sur la réduction du temps d'apprentissage dans les écoles et universités. Professeur Azouz. Pardon, vous avez dit réduction de temps d'apprentissage. D'apprentissage dans les écoles ou les universités. Donc, que les enfants restent moins de temps ou les étudiants moins de temps à l'école pour réduire le risque de contact et de transmission de la maladie. Oui, merci bien. J'ai vu les quelques questions là par notre collègue Judith et les autres qui parlent de port de masque. Bien sûr, comme vous le savez, avant l'âge de 4 ans, même 5 ans, c'est difficile de convaincre un enfant de porter un masque. Et si on est dans l'obligation que les enfants vraiment portent un masque, la maternelle, je ne sais pas à partir de quel âge c'est vous. La maternelle, je crois, à partir de l'âge de 4 ans, 5 ans, non? 3 ans. Maternelle, ça commence à 3 ans. Première 3 ans. Maternelle à 3 ans. Alors, franchement, il est très difficile de convaincre un enfant de porter un masque. Il peut le porter, mais il ne peut pas continuer, il peut pas le porter pour longtemps ou pour une période assez prolongée. Il est difficile. Et je comprends l'inquiétude des collègues par rapport aux enfants, la disponibilité des masques et l'usage prolongé des masques. Alors, s'il vous plaît, essayez, ça commence. D'accord? Essayez que ça commence. Essayez de rendre disponible, mettre des affiches, accompagner, rappeler.
Et vous le savez très bien que les enfants vont venir, par exemple, faute de disponibilité, avec un seul masque. Et même si le masque est sali, il doit contenir le jardin. Alors, les enfants, normalement, doivent avoir 2 masques avec eux. Et normalement, la période de formation, normalement, matinale ou après-midi, il ne peut pas passer toute la journée à l'école. C'est pourquoi j'ai dit, il faut réorganiser les horaires, et la durée de cours. Les horaires et la durée de cours par rapport aux risques existants. Alors, je sais qu'il n'y a pas de masques qui sont spécifiques et adaptés aux enfants. Les lacets ou l'élastique, là, généralement, sont des masques qui sont faits pour les adultes. On ne trouve pas des masques qui sont faits pour les enfants. D'accord? Alors, l'initiation des enfants à porter des masques, franchement, ne peut pas être faite avant l'âge de 4 à 5 ans. Et même lors de port à partir de 4 à 5 ans, ne peut pas être pour une longue période et ne peut pas être continu. Il faut comprendre, c'est un enfant, il veut jouer, il n'arrive pas à réaliser, prendre conscience de la nécessité. Alors, commencez s'il vous plaît, rappelez, appuyez, aidez, répétez, et ça réduit moins que s'il ne porte pas complètement. D'accord? Merci. À vous, Dr Nadine. Merci beaucoup, professeur. Alors, pour chuter, il y a M. Philémon qui demande si on peut citer 3 désinfectants conseillés pour le nettoyage des surfaces. Il y a M. Faudet qui demande qui pose la question au sujet de la propreté des toilettes et le maintien de cette propreté par les brigadiers d'hygiène, c'est-à-dire un groupement d'élèves organisés pour le nettoyage des toilettes. Je pense qu'il demande votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, oui, il y a toujours M. Faudet qui demande s'il est possible aujourd'hui de réfléchir et d'essayer de circonscrire les indications de l'hygiène des mains dans la communauté, les écoles et les entreprises. J'espère que vous avez eu les 3 questions. Oui. Oui. C'est notre ami Faudet du Guinée, non? C'est Dr Faudet? Oui, je pense, oui. Oui, merci bien, Dr Faudet. Comme merci aussi pour la question que j'ai peut-être un peu sautée, celle de notre ami, bon, c'est Galaxy Note 8, hein, je ne sais pas quel est le nom, par rapport à réduire le temps d'apprentissage dans les écoles et les universités. Alors, réduire le temps d'apprentissage ne veut pas dire ne pas atteindre les objectifs. Juste, je répète cette question. Je vais revenir à Dr Faudet pour répondre à ces questions. D'accord? Alors, la réduction ne veut pas dire réduction, ne pas atteindre les objectifs ou réduction dans le contenu d'apprentissage. Normalement, l'apprentissage, il doit continuer, mais il doit être réorganisé d'une façon à réduire le contact et le temps de contact pour réduire le risque de contamination. J'espère que notre ami Galaxy Note 8 a compris, a saisi la réponse. Concernant la pertinente question de notre collègue Dr Faudet, alors là, la propriété des toilettes et le maintien de cette propriété par la brigadierie d'hygiène, qui est normalement un groupe d'élèves organisé pour le nettoyage des toilettes. Je sais que c'est organisé, je sais très bien. J'étais en Guinée et dans d'autres pays qui organisent ça. Je sais, qui organisent ça. Malheureusement, il n'est pas recommandé et conseillé qu'ils le fassent. D'accord? En dehors des épidémies, il n'est pas recommandé qu'ils fassent ça. Normalement, on doit avoir un personnel spécifique et dédié à cette tâche-là. Et malheureusement, ce que j'ai dit malheureusement, même dans des pays là, qui ont les moyens à des ressources là, hautes, alors là, généralement, on donne peu de temps et d'attention pour le personnel de nettoyage. Alors, il faut les former, il faut les accompagner, il faut mettre à leur disposition ce matériel-là. Bien sûr, si on est dans l'obligation et on n'a pas ce personnel disponible, et on est dans l'obligation que ce soit les élèves. Bon, j'ai rencontré des directeurs et des instituteurs qui me disent on les initie. Bon, ils ont leurs objectifs qui sont propres à eux, on les respecte. Alors, dans cette mesure-là, s'ils vont compter sur cette brigadierie d'hygiène pour réaliser le nettoyage des toilettes, alors là, il faut les former, il faut leur donner les équipements et le matériel nécessaire.
et surtout, il faut les accompagner par un adulte. Sinon, cette brigadier d'hygiène ou ce groupe d'élèves-là vont s'infecter et vont être une source d'infection pour les autres. Concernant la deuxième question, alors, est-il possible aujourd'hui de réfléchir et d'essayer de se recueillir les indications d'hygiène des mains dans la communauté? Alors, docteur Fodé, j'en ai parlé dans une autre présentation avec le collègue d'Africa CDC et de ICANN, et la nécessité de développer un cadre PCI communautaire. À l'heure actuelle, il y a quelques pays comme l'Irlande, d'autres qui ont ce cadre-là et qui est efficace et mis en œuvre. Alors, en Afrique, vraiment, ce que je recommande, j'ai parlé avec des collègues, mais malheureusement, avec la pandémie COVID, jusqu'à maintenant, on n'est pas revenu sur ce point-là. Normalement, on doit réfléchir et mettre en œuvre vraiment la PCI communautaire avec les indications d'hygiène de main. Normalement, l'hygiène de main, on doit la faire apprendre à la maison et dans les écoles. Et déjà, l'UNICEF, avec l'OMS, il y a un site PCI Wash qui est dédié à ça. Il y a beaucoup de fonds. Et vous vous rappelez très bien, lors des épidémies, que ce soit Ebola ou autre, il y a beaucoup de fonds qui ont été mis par l'UNICEF et par l'OMS dans les écoles, parce qu'à un moment, dans l'épidémie Ebola, en Afrique de l'Ouest, on a fermé les écoles. Mais pour les réouvrir, on a commencé par vraiment mettre en œuvre l'hygiène des mains dans les écoles et pas auprès des formateurs, des instituteurs avant la réouverture. Merci, Dr Fodé, mais ensemble, les experts du pays africain, on doit vraiment élaborer un cadre conceptuel PCI communautaire avec toutes les recommandations spécifiques. Oui, à vous, Dr Nadine. Merci beaucoup, professeur. Il y a encore beaucoup d'autres questions. Il y a quelqu'un qui se pose la question de savoir comment un professeur pourrait être efficace dans ses présentations s'il porte le masque tout le temps, pendant toute sa présentation. Et il y a la question au sujet des désinfectants. La personne qui voudrait savoir si on peut lui donner 3 exemples de désinfectants. Ça, on en a parlé dans les autres webinaires aussi. Et comme ça, je pense qu'on pourra s'arrêter là. Professeur Azouz. Je peux prendre la question de notre ami Jean-Claude par rapport au bon enseignant. Je ne sais pas si notre ami Jean-Claude est un enseignant ou est un professionnel de santé. Il peut répondre, on peut voir sa réponse. Mais c'est vrai, comme on l'a dit dans d'autres présentations, lorsque vous portez le masque, alors, normalement, il faut réduire l'effort physique et, bien sûr, en parallèle, ça réduit votre besoin en oxygène. On sait très bien le volume inspiratoire maximal en portant le masque, il est réduit. Je sais très bien, moi-même, j'ai une voix assez haute et je ne peux parler que comme ça, avec une voix intelligible, comme le dit notre ami. C'est une barrière, mais dans les limites du possible, alors l'enseignant, il doit porter le masque pour assurer lors de l'enseignement, pour donner l'exemple, d'accord? Alors, pour donner l'exemple, et 3, pour assurer la prévention la prévention de la contamination, même par une simple grippe pour ces étudiants. Sauf, je dis bien sauf, si vous êtes dans un amphithéâtre ou une grande salle avec des moyens audio où votre voix est assez audible, tout en gardant une distance dans un espace assez aéré, vous pouvez s'en dépasser. Mais je ne recommande pas, sauf si vous aurez besoin de ne pas porter de masque. Mais ça doit être conditionné par vous êtes au moins à une distance supérieure à 2 mètres des élèves, dans un espace assez aéré, pour ne pas dire ouvert. Et je m'excuse, la troisième, si vous n'êtes pas malade ou n'avez pas un problème de santé qui peut mettre au risque la santé des élèves. Oui, une autre question de Oui, les désinfectants, est-ce que vous pouvez lui en citer 3 exemples de désinfectants pour le nettoyage des surfaces au niveau des écoles et des entreprises?
Oui. Il y a Dr Fodé qui a repris que l'expérience de brigadier d'hygiène marche très bien, bien sûr, dans d'autres pays comme le RDC ou d'autres pays. Je suis d'accord avec vous, Dr Fodé. Et j'ai vu ça. Et j'ai vu ça. Mais normalement, il y a un personnel dédié à ça. Si le système éducatif ou la communauté ou l'école pensent, ils ont des objectifs d'avoir ces brigadiers d'hygiène et ceux qui assurent l'hygiène, alors qu'ils le fassent, mais s'il vous plaît, dans les règles de l'art, dans le respect des mesures de prévention contrôle de l'infection. Et merci encore pour votre question. Oui? Oui, professeur, les désinfectants et puis on arrête là. Les C'est désinfectants, quels monsieur, désinfectants? il voudrait savoir quel genre de désinfectant peut-on utiliser pour les surfaces dans les écoles et au niveau des entreprises ou des milieux professionnels. Oui. Bon, Allez. et on a fait une présentation dans laquelle on a présenté. C'est différent de milieux hospitaliers. Oui, donc en fait, je pense que c'est ça sa préoccupation. Oui, oui. Bon, ce que je dirais, on a fait une présentation dans laquelle on a mis une liste des désinfectants avec leurs produits principaux actifs, avec leur concentration et avec leur usage et avec les précautions à prendre. D'accord? Normalement, selon les désinfectants disponibles dans votre région, dans votre pays, dans votre institution, essayez de trouver le désinfectant adapté. Mais n'oubliez pas que tous les désinfectants peuvent constituer un risque pour les enfants. Ils peuvent être toxiques, ils peuvent être irritants. Alors là, bien sûr, il faut les utiliser avec des dilutions adaptées. On parle du chlore, on parle des ammonium quaternel, on parle de, comment s'appelle l'autre qui change de couleur vers le blanc, qui est très disponible. Le détol, on parle de tout ça, mais du moment que vous avez désinfecté, il faut essuyer et laisser sécher et aérer. D'accord? Parce que les enfants, en respirant, si c'est un espace clos, ou en touchant, ils peuvent toucher les yeux, ils peuvent mettre dans la bouche, et ça constitue un risque, pour eux. D'accord? Alors, le couramment utilisé, c'est le chlore, mais à des dilutions très basse, alors inférieure à 0,05. Alors là, pour désinfecter ces surfaces-là et les rincer, sinon ils peuvent utiliser n'importe quel désinfectant qui est disponible dans la région en prenant, je m'excuse, les recommandations que j'ai faites. Merci, Oui? merci professeur. Merci à beaucoup. Dr Raphaël. Dr Oui. Raphaël, le Galaxy Note 8. Oui. Ok, merci beaucoup. Et juste une toute dernière que j'adresse, j'ai vu le professeur Ali en ligne. Professeur Ali, vous êtes là? Professeur Ali? Bon. Oui, Ah, il y a une Nadine, question. oui, Bonjour, professeur. Bonjour. Ok, il y a une question concernant les souches du virus SARS-CoV-2. Est-ce qu'actuellement, on peut dire qu'il existe plusieurs souches? Parce que dans les médias, on a parlé de mutations. Est-ce que scientifiquement, actuellement, on peut affirmer qu'il y a plusieurs souches et qu'il y a eu plusieurs mutations au cours de la pandémie depuis le début en Chine? Professeur Ali, à vous. Et puis en clôture. Merci beaucoup, docteur Nadine, pour la question. Je pense qu'on peut avoir des souches, mais quant à donner leur nombre, je ne saurais pas. Mais la dernière information que nous avons eue il y a quelques jours, je pense 2 semaines, c'est un cas documenté à Hong Kong où il y a quelqu'un qui a été infecté, principalement, je crois, au mois de mars, et qui a été réinfecté, et on a distingué une deuxième souche, une souche différente de la première, ce qui veut dire et qui a donné quand même une preuve qu'il y a des souches différentes qui peuvent réinfecter un individu même qui a fait la maladie auparavant. C'est ce que je peux dire à l'heure actuelle. Merci. À vous, docteur Nadi.
Merci beaucoup, professeur. Professeur Azouz, vous avez un commentaire, un petit rajout avant qu'on rende la parole à Tadé. Oui, j'ai dit bonjour à Dr Ali, soyez le bienvenu. Merci Votre beaucoup. voix, vous allez bien, mon ami? Oui, ça va très bien, merci, j'espère. Là, vous êtes le bienvenu. Merci pour votre réponse. Vous avez bien répondu, Lancer, oui. Docteur Nadine. Merci, oui, docteur Andy. Je vais compléter mes aînés, donc les deux professeurs. Je vais dire qu'il y a un lien que je vais partager dans le chat. Ce lien parle de plus de 30 mutations, plus de 30 souches, pardon. Donc, on peut lire, chaque jour, ça augmente selon les analyses moléculaires et génétiques. Donc, c'est que le professeur a dit, on va devoir en documenter chaque jour. Donc, ça avance très, très vite. Et il faut donc lire chaque jour pour en voir au bout des doigts. On ne saura pas donner les chiffres précisément chaque jour, mais on peut continuer à lire. Je viens de partager un lien récent qui parle de 30 mutations au mois. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup, docteur Ali. Oui, professeur. Il y a une question qui est posée par Shiraz Ben Seman, je crois. Peut-on penser à une alternation entre formation présentielle et digitale, notamment quand il n'y a pas de possibilité de réduire le nombre d'élèves par classe? Oui, là, toutes les possibilités sont là. Et comme je l'ai dit, là, ça doit être organisé en collaboration avec le professionnel du système éducatif et de l'institution de formation. Alors là, vraiment, c'est très spécifique. C'est-à-dire on n'a pas de recettes qui peuvent vraiment être appliquées à toutes les institutions de formation. Bien sûr, comme elle l'a dit, on peut penser à une alternation présentielle digitale, bien sûr, si les moyens les permettent, surtout si on ne peut pas réduire le nombre d'élèves par classe. Pour ce qui est des types de formation, bien sûr, la formation doit répondre aux objectifs éducationnels et la fréquence pour préparer tout le personnel, bien sûr, aussi, elle varie à ça. Merci. À vous, docteur Nadine. Merci beaucoup. Très rapidement, j'aimerais dire qu'il existe plusieurs techniques pour pouvoir réduire le nombre d'élèves. Alors? Oui, à vous. Oui, la question, pour réduire le nombre d'élèves par classe, ça veut dire que vous pouvez séparer. Vous donnez par exemple un groupe qui vient mercredi, un autre groupe qui vient lundi, un autre groupe peut-être qui vient vendredi. Et là, la mise, donc la sollicitation des contributions des parents pour ne pas détériorer la qualité de l'enseignement est très, très importante. Comme prof a dit, il n'y a pas de recette magique. On adapte les choses au cas par cas et la faisabilité de cela. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, docteur Valérie. Oui, c'est bon de vous entendre. Alors, voilà, donc, désolé, nous devons passer la parole à docteur Nadine. Mais nous pouvons continuer. En fait, on n'a pas répondu. Oui, allez-y, professeur. Il y a Sylvie Chilemba qui a posé une question en rapport. Vous ne pensez pas que plus tard, on aura des pathologies liées au port de masque pendant longtemps? Non, il n'y aura pas si le masque a été porté correctement et si le masque n'a pas été contaminé et si le masque vraiment a été porté selon le norme. D'accord? Normalement, elle n'a pas de vie. Mais si le masque est sale ou c'est infecté ou si on porte le même masque pour une longue période, il y a même des micro-organismes là avec notre salive qui devient humide au niveau du masque, qui peuvent se proliférer et le masque s'infecte et ça va devenir, comme elle l'a dit, une source d'infection. D'accord? Mais si vous respectez les normes, vous changez les masques aussi fréquemment que recommandé, vous lavez votre masque si un masque en tissu, vous le portez correctement, vous ne le touchez pas avec vos mains sales, alors là, normalement, pour docteur ou madame Sylvie, il n'y aura pas de danger. À vous, docteur Nadine. Merci beaucoup. En fait, je rends la parole à Tadé. Et je vous remercie tous pour votre participation et merci beaucoup au professeur Ali.
Merci, professeur Azouz, docteur Andy et docteur Valérie pour vos contributions. Merci, à la prochaine. OK, merci beaucoup, docteur Nadine. Merci, chers collègues, de ce moment d'échange que nous venons de partager pour construire l'Afrique que nous voulons. En fait, vous savez, ça demande nos efforts individuels pour arriver à l'Afrique que nous voulons. Alors, chers collègues facilitateurs de ICANN, chers collègues de Africa CDC, participants, merci pour ce webinaire d'aujourd'hui. Donc, nous devons clôturer. Nous sommes à 15h47 à Addis Abeba. Donc, nous avons pris 17 minutes de plus pour vous montrer comment le sujet était très sensible. Donc, s'il n'y a pas de commentaires, bien de compléments de la part de collègues facilitateurs de ICANN, nous allons clôturer le webinaire d'aujourd'hui. Toutefois, on reste engagé sur la plateforme Telegram comme nous faisons souvent. Donc, au vendredi prochain pour l'autre webinaire. Au revoir. Au revoir. Merci bien, M. Tadi. Merci bien, chers collègues. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.